That was awesome, Joanne. Thank you for Formidable, Joanne. Merci 2 minute break song. de So if you cette all gonna get chanson. stretched Pendant la before we pause, get on a eu back la in chance the de mix, we've s'étirer been un sitting here peu. On for so va vous long. donner un petit But peu de really good temps pour vous transition étirer parce qu'on est resté assis très longtemps. On va faire une transition maintenant pour parler de notre premier sujet dans la communauté de pratique, c'est l'hygiène des mains dans les établissements de santé. Avant de démarrer une discussion, j'aimerais d'abord établir le niveau général et s'assurer que nous sommes tous sur la même longueur d'onde. Je vais partager une petite présentation qui va nous prendre environ 10 minutes. Je pense que ce sera quand même pas tout familier pour vous, je l'espère. J'espère que vous allez apprendre de nouvelles choses. Après ça, on va ouvrir la parole à la discussion en petit groupe, dans l'ensemble du groupe, pardon. Vous voyez bien mon écran, ça va? Merci beaucoup. Oui, on est prêt. Alors, allons-y, plongeons. L'hygiène des mains dans les établissements de santé. Quand on parle de l'hygiène, qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? On cherche à prévenir les infections par les travailleurs de santé envers eux-mêmes et envers les patients. Et on sait qu'actuellement, les travailleurs de la santé lavent leurs mains à peu près la moitié moins souvent qu'ils le devraient. On parle du contenu, du contexte, mais bien sûr, c'est vrai qu'on regarde des pays à haut revenu ou à faible revenu. Pourquoi est-ce qu'on veut que les travailleurs de la santé se lavent les mains? L'OMS a ce qu'on appelle les 5 moments clés pour l'hygiène des mains, c'est-à-dire avant de toucher un patient, avant une procédure aseptique, après avoir touché les fluides corporels d'une personne, après avoir touché un patient ou après avoir touché l'environnement d'un patient. On veut s'assurer que les travailleurs de la santé ont la capacité de se laver les mains à ce moment-là avec de l'eau et du savon ou avec un gel à base d'alcool. Et dans les établissements de santé, on sait qu'on a beaucoup de personnes en contrôle des infections ici. Je veux prendre un moment ici pour dire que d'habitude, on a une dichotomie quant aux différentes façons dont on peut faire le lavage de mains. C'est le matériel ou le logiciel. Je veux devenir plus nuancé dans la discussion. Le hardware, ce sont les ressources comme les robinets, les seaux, le savon, l'eau ou le gel hydroalcoolique. Et le software, c'est une conversation sur les changements de comportement. On veut parler particulièrement du programme, de la programmation plutôt que de l'équipement. Et quand on a un bon accès, particulièrement aux établissements de santé, souvent il y a une population cible tout à fait particulière de travailleurs de la santé et c'est ce qu'on essaie de faire avec ces 5 moments clés pour le lavage des mains. Parlons des ressources ou de la livraison de base pour les services. Le programme de surveillance conjointe, c'est un programme conjoint OMS, UNICEF pour l'approvisionnement en eau et l'hygiène. Ils ont des indications pour le lavage des mains. D'abord, l'hygiène des mains. On se concentre sur l'accès à l'hygiène des mains. Il devrait y avoir des installations d'hygiène des mains accessibles avec de l'eau et du savon ou une lotion à base d'alcool à moins de 5 mètres des toilettes. Je vais me concentrer sur cette idée d'accès dans les points de soins. Comment est-ce que les travailleurs de la santé lavent-ils leurs mains lorsqu'ils voient des patients? C'est important lorsqu'on parle d'accès à l'eau et au savon. On ne veut pas dire nécessairement de l'eau courante. Ça peut être de l'eau dans un seau avec pourvu qu'on puisse mettre ses mains en dessous, ça peut être dans un seau avec un robinet. Qu'est-ce qu'on sait de cet indicateur particulier? Le rapport de 2020 est provenu et nous a donné certaines données sur les services. Il n'y avait pas assez de données pour déterminer combien de pays répondent aux services d'hygiène de base pour l'hygiène des mains, particulièrement parce qu'il n'y a pas assez de données sur cette question de la proximité entre l'eau et le savon des toilettes. Il y a des gens qui n'ont pas d'installation d'hygiène des mains. On ne peut pas avoir des données complètes, mais on peut voir en gros le nombre d'établissements de santé qui ont des possibilités de laver les mains au point de soin. Il y a quelques pays qui manquent de ces éléments cruciaux. Alors, les travailleurs de santé ne peuvent pas se laver les mains parce qu'ils n'ont pas les ressources disponibles. Et vous pouvez voir que cela varie d'un pays à l'autre pour ce qui est de l'accès à l'eau et au savon. Le JMP a mis cela sur pied, pas nécessairement pour des actions immédiates, mais un peu plutôt pour comprendre pourquoi ça se passe. Il y a d'autres choses qui peuvent avoir un impact sur la disponibilité, la possibilité de se laver les mains. Deux exemples de cela sont la proximité et le ratio. Alors,
quand on parle d'un établissement, on sait que la proximité aux toilettes, 5 mètres, ça fait partie de la définition, mais une des choses dont on doit parler, c'est la proximité à l'endroit où on donne les soins. C'est assez large comme définition. On sait souvent qu'on a été dans les établissements de santé, il faut prendre 2, 3 corridors avant d'avoir accès. Si vous voyez plusieurs patients et vous avez ces moments clés, il est fort peu probable que ça va vous inciter à bien vous laver les mains. Il peut très bien qu'il n'y ait pas assez de gel alcoolique pour se laver les mains et ça ne sera peut-être pas utilisé au maximum. Une autre préoccupation qu'on a vue, c'est cette idée du ratio. Et je n'avais pas pensé à ça tant que je n'ai pas vu une étude qui provenait de Johns Hopkins à partir dans le programme PMA. On parlait du ratio infirmière-médecin dans les établissements de santé. Ici, accès à un lavabo avec de l'eau et du savon. Dans le pire cas, à l'Éthiopie, il n'y avait qu'un seul évier fonctionnel avec eau et savon pour 74 infirmières et sages-femmes. Alors, même si vous utilisez des lotions à base d'alcool, vous n'êtes pas dans un bon environnement pour le lavage des mains. Et pas beaucoup de personnes qui vont courir vers le lavabo entre les moments clés où ils devraient le faire. Alors, on a parlé de ces équipements et est-ce qu'on peut parler de ça? Vous faites une intervention d'installation sanitaire, ensuite une intervention comportementale. Quels sont les changements de comportement que l'on cherche à avoir? On pense à une formation, renforcement des comportements nécessaires, mais il y a une autre façon d'approcher la chose et je ne suis pas sûr que tout le monde est aussi familier avec cela qu'on devrait l'être. Et c'est la stratégie d'amélioration du lavage de mains. Cela vient de l'OMS, c'est un module qui nous aide à comprendre les lacunes dans le comportement. Tous ces modules sont complémentaires et ça fait partie d'une intervention globale pour améliorer les situations et pour changer le lavage des mains. Il est important de voir que cette approche a été démontrée comme étant fortement efficace pour mener à une grande amélioration, une réduction des infections et ensuite, ça aide à éliminer des éclosions, ce qui est certainement crucial quand on est parmi la COVID actuellement. Cette approche spécifique examine les établissements de santé pour qu'il y ait des améliorations entre les cliniciens. C'est très adapté aux discussions que nous avons aujourd'hui. C'est aussi utilisé dans des pays à haut revenu ou à faible revenu. C'est sûr qu'il y a des problèmes différents dans ces deux environnements, mais l'approche d'ensemble est quand même la même. Alors, je vais prendre une pause ici et je vais mettre un autre sondage. Je suis curieuse de savoir combien parmi vous sont familiers avec cette stratégie multimodale d'amélioration de l'hygiène des mains. Faites-nous savoir si c'est quelque chose que vous connaissez. Êtes-vous familier avec cette stratégie d'amélioration multimodale? Et indiquez-nous dans le chat si c'est une stratégie que vous utilisez, cette stratégie d'amélioration multimodale. Alors, voici le sondage. Vous pouvez y répondre. Êtes-vous familier avec la stratégie d'amélioration multimodale de l'hygiène des mains? Plusieurs personnes sont en train de répondre déjà. C'est formidable de voir qu'il y a certaines personnes qui connaissent bien cette stratégie multimodale. Donc, nous allons avoir des discussions robustes ici. 65 des personnes ont déjà répondu. Je vous donne encore 20 secondes pour dire oui ou non dans le sondage. Très bien, je vais fermer le sondage maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Et je partage maintenant les résultats. C'est assez intéressant. Il semble qu'il y a environ un peu plus qu'un tiers des personnes. 36 des gens semblent familiers avec cette stratégie. Vous avez entendu parler de cette stratégie multimodale et 2 tiers des gens n'en ont pas entendu parler. Alors, c'est très intéressant de voir ces pourcentages, particulièrement parce que c'est l'orientation que l'on veut voir adoptée dans les établissements de santé pour améliorer l'hygiène des mains. Parlons un peu plus de quelle est cette stratégie. Ceci, c'est Voici une ancienne infographie. On en a une nouvelle, mais je l'aime parce que c'est la chose la plus claire. L'OMS voit ces 5 composantes. D'abord, les ressources. Ça, c'est l'équipement, s'assurer qu'on a accès aux ressources nécessaires pour pouvoir pratiquer l'hygiène des mains, des gels alcoolisés au point de soin, ainsi que l'accès à un bon approvisionnement en eau sécuritaire et continu et
des serviettes pour s'essuyer par la suite. Ensuite, il y a la formation et l'éducation, ainsi que l'évaluation et la rétroaction, les rappels en milieu de travail et un climat de sécurité dans toute l'institution. Je vois ça comme le logiciel, le comportemental, mais il y a beaucoup de nuances à appliquer ici. Voici quelque chose d'un petit peu plus élaboré comme infographie, mais j'aime quand même la façon dont c'est décrit. Ici, on parle d'augmenter la chose, le construire, l'enseigner et ensuite l'appliquer. Ce sont 5 composantes essentielles et complémentaires pour permettre aux gens d'avoir des améliorations avec le temps et des améliorations soutenues de l'hygiène des mains parmi les travailleurs de santé. Et je vais vous donner les liens à tous ces documents. Je pense qu'ils sont déjà dans le chat, mais je vais vous donner d'autres liens dans un instant. Alors, pour revenir à cette illustration, on a beaucoup parlé des ressources, des éviers, l'eau courante, la formation, comment s'assurer que les gens se lavent bien les mains, mais on a moins parlé des points 3, 4, 5. Évaluation, rétroaction, on a parlé de la surveillance et de l'évaluation, le coaching, le feedback. Oui, ça fait partie du processus. Ce n'est pas toujours là. D'un point de vue d'un établissement de santé, c'est sûrement quelque chose qu'on doit faire de façon plus abondante. Rappel en milieu de travail. Il faut faire du travail là-dessus, ainsi qu'un climat général de sécurité. C'est là-dessus que je veux concentrer mes discussions d'aujourd'hui. Encore une fois, du rappel du genre de formation que l'on peut donner et les affiches, les pancartes que l'on peut afficher. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par une culture, un climat d'établissement, une culture axée sur la sécurité des patients? L'OMS a ce slogan, on se concentre beaucoup sur la prévention et le contrôle pour encourager les médecins à se laver les mains. Il y a des campagnes là-dessus. On veut faire la promotion d'une culture de sécurité qui est essentielle pour prioriser une forte conformité avec le lavage des mains pour assurer la sécurité des travailleurs de la santé et des patients. On entend parler beaucoup de la sécurité des patients. Tout ça est interrelié. De quoi cela peut-il avoir l'air? On décrit ça comme une allocation de ressources pour l'hygiène des mains, ainsi que des messages clairs de soutien pour l'hygiène des mains dans les établissements, dans les installations. On veut établir des normes et des cibles pour s'assurer de la bonne conformité avec le lavage des mains, identifier des champions en matière d'hygiène des mains et peut-être aussi être en partenariat avec les patients et les organisations de patients pour promouvoir l'hygiène des mains. Et c'est là où la durabilité devient très importante. Je vais vous donner un exemple ici. En 2016, l'Université Emory travaillait au Cambodge et on voulait améliorer l'accès à de l'eau sécuritaire et des bonnes installations d'hygiène. On a décidé de regarder les comportements reliés au lavage des mains dans les établissements de santé, dont toutes sortes de comportements d'hygiène. On voulait savoir d'abord quelle était la base. On a fait une évaluation des besoins de formation et des connaissances et des pratiques. Quand je suis arrivé à l'hygiène des mains, j'ai regardé les données. Dans tous les établissements, les gens étaient au courant. Les gens savaient comment se laver les mains et qu'il fallait faire. Les attitudes, c'était un peu plus... Et la pratique, c'était ce qui était au plus bas. Ce n'est pas particulièrement surprenant, mais quand on parle de nos interventions, juste de la formation sur la connaissance théorique ne changera probablement pas les pratiques parce que la connaissance était déjà assez élevée par rapport aux attitudes et aux pratiques dans les comportements. Ça, c'est beaucoup plus difficile. On a besoin de se concentrer davantage sur les attitudes et les pratiques. On a donc fait certaines interventions et on a adapté une approche multimodale. Nous avons fourni les ressources, savon, gel hydroalcoolique. On a fait des formations sur l'hygiène des mains et d'autres comportements. On a travaillé avec des cliniciens et le ministère de la Santé pour faire des évaluations et pour donner la rétroaction et du coaching, de la direction aux hôpitaux et aux travailleurs de la santé. On a mis des pancartes en milieu de travail. Mais on n'est pas entré dans le côté développement de la culture et des comportements parce que c'était difficile pour nous. C'était difficile pour nous d'entrer et d'intervenir du côté du lavage des mains. On l'a fait, on a parlé aux leaders, on a parlé à la direction, mais on n'a pas fait une vérification complète. Mais qu'est-ce qu'on a vu avec le temps? On a commencé avec 36 de conformité et après 3 mois, on s'est aperçu que la conformité était montée à 51 mais ça avait diminué un petit peu à 49 Non,
ce n'est pas une si grosse augmentation. Ce n'est pas ce qu'on aurait espéré avoir pour ce qui est de l'hygiène des mains. On a passé beaucoup de temps et d'énergie et on a fait une intervention là-dessus. Alors, je pense vraiment que voici ce qui est critique, ce qui est crucial. Pensez à la culture pour que les améliorations se produisent et pour s'assurer qu'elles sont soutenues avec le temps. Et la durabilité ne dépend pas seulement des gens. On parle aussi de l'infrastructure. On a vu ces éviers brisés dans certains établissements. On arrive et on veut fournir de nouvelles ressources, mais qu'est-ce qui va arriver à ces ressources dans 2 ans, dans 3 ans souvent? C'est ces nouveaux postes de lavage et d'accès à l'hygiène des mains. J'ai toujours peur qu'on va arriver à 2030 et en 2031, tout va tomber, rien ne sera plus durable parce qu'on a atteint notre but, mais on n'a pas pensé à la façon de s'assurer que ces installations demeurent accessibles et fonctionnelles à long terme. Si on passe maintenant au travail qui est fait actuellement et comment on peut s'impliquer dans ces discussions, il y a l'initiative Hygiène des mains pour tous qui vient de l'OMS, particulièrement dans les établissements de santé, même si c'est beaucoup plus large comme initiative. On se concentre vraiment très fort quand même sur les établissements de santé. Cette brochure qui est sortie l'an passé parle de la synergie entre le contrôle et la prévention des infections. Et beaucoup de gens font partie de ce milieu de prévention des infections et le lavage. Comment avoir cette connexion entre l'hygiène des mains et la prévention des infections? Comment pouvons-nous améliorer l'hygiène des mains parmi les travailleurs de la santé? On vous donne quelques ressources dans le chat, ça vous donne une idée pour savoir un peu où commencer, ou quels sont notre rôle et nos responsabilités et qu'est-ce qui a été créé. On n'a pas besoin de repartir de zéro, on n'a pas besoin de créer de nouvelles ressources. Encore une fois, il y a plusieurs documents existants qui ont été publiés l'an passé pour renforcer la prévention des infections, le contrôle des infections, beaucoup de points sur l'hygiène des mains parmi les travailleurs de la santé, considérations sur les ressources pour améliorer l'hygiène des mains dans les établissements de santé. Ça a été publié au mois de mai. Il y a beaucoup de documentation qui existe sur ce travail de donner accès et de soutenir l'accès pour les travailleurs de la santé. Maintenant, je vais arrêter mon partage et j'aimerais ouvrir la discussion dans un instant, mais d'abord, j'aimerais me demander si Mac est là. Matt, pourriez-vous nous donner une mise à jour rapide? J'aimerais, Matt provient du CDC, le Centre pour le contrôle des maladies, le Center for Control of Diseases. Et Matt, vous avez fait de très beaux travaux pour travailler sur l'accès à l'hygiène des mains, à l'infrastructure. Et le changement comportemental, c'est quelque chose qu'on doit examiner aussi, en plus des installations matérielles. Je suis intéressé de voir quels sont les succès que vous avez eus ou formez-vous les gens à l'hygiène des mains dans les établissements de santé. Merci beaucoup d'avoir mis sur pied ce merveilleux webinaire et cette série pour examiner cette communauté de pratique. J'entends beaucoup ce que vous avez mentionné par rapport à la synergie possible entre notre travail ici au CDC, aux États-Unis et dans l'équipe WASH. Il y a également une équipe mondiale ici au CDC. Mais juste pour débuter, j'aimerais parler un petit peu du travail que nous avons accompli en Ouganda par rapport à l'accès au gel alcoolique. Ce n'est pas juste une question d'accès, mais c'est également un changement de comportement, comprendre les obstacles par rapport à l'hygiène des mains dans les installations, dans les institutions. Donc, il y a cette approche ascendante. C'était dans un district dans l'ouest de l'Ouganda en 2019. Le CDC a financé de l'aide pour travailler avec un partenaire en Ouganda dans l'Université d'Opéra à Impala. L'objectif du projet, c'était d'évaluer la faisabilité pour produire et distribuer un gel alcoolique dans les institutions de santé de tout ce district. C'était un projet d'évaluation. On a vraiment voulu l'étudier et le comprendre. Le modèle, c'était que plutôt que de produire, d'avoir un hôpital qui allait distribuer tout ça, on voulait voir si on pouvait créer un modèle basé sur le district. Donc, il y avait
production centralisée dans une installation. Ce n'était pas un hôpital, on appelle ça un C4. Et ensuite, c'était distribué vers les institutions de santé dans des contenants de 20 litres. Ça, c'est le gel alcoolique. Et ensuite, c'était replacé, transvasé dans des contenants de 1 litre. Alors, la réussite, c'était qu'on a pu l'incorporer dans les processus à l'interne, dans les institutions. La personne en charge du magasin, de l'entrepôt, était la personne qui contrôlait. C'était la personne qui était en charge de surveiller les bouteilles pour remplacer les bouteilles, pour remplir les bouteilles lorsqu'elles se vidaient. Et la personne faisait le suivi des bouteilles qui partaient et des bouteilles qui arrivaient. On a mesuré l'impact de tout ça en observant l'hygiène des mains. On a pu voir simplement en donnant accès à ces institutions. On a vu vraiment une amélioration des pratiques du lavage des mains avant et après les soins. En se basant là-dessus, ce projet a été également répliqué dans un district SSA. C'est juste au sud de cette région. Et il y avait l'état de préparation contre l'Ebola. La grande différence, c'est que plutôt que ce soit une évaluation, c'était apprendre, mettre en œuvre avec les leçons apprises. Et là, l'officier du district n'a pas voulu engager. Ce qu'il a fait plutôt, c'est qu'il a voulu former des personnes locales, des techniciens de laboratoire, pour leur apprendre à justement préparer ce produit d'hygiène des mains. Et c'était des gens du district qui faisaient ça. Et ce qu'ils ont fait ça au début à cause de l'urgence, ils ont distribué le produit en utilisant le financement de l'Institut des maladies infectieuses. Quand ils ont distribué ces produits, ils ont changé. C'est plutôt le réseau qui s'occupait des remplacements, ou bien c'était les institutions qui allaient directement au bureau pour aller chercher davantage de gel alcoolique. Alors, tout ça, c'était avant la COVID-19. Et depuis la pandémie, l'année passée, on a reçu plus de fonds pour étendre ce modèle vers un plus grand nombre de districts en Ouganda, également pour aller vers d'autres pays. On a modifié les approches. On l'a mis en œuvre au Kenya, à Belize, au Guatemala et dans un autre pays, dans plusieurs districts. Alors, laissez-moi parler un petit peu maintenant de l'approche descendante du CDC, c'est au niveau du IPC, et nos collègues de la promotion, eux, ils avaient un programme de type PIC, et l'exemple, encore une fois, c'est l'Ouganda. Avant la pandémie, il y avait déjà les efforts de préparation contre l'Ebola, et le modèle, c'était d'établir une personne PIC dans chaque institution de santé, en tout cas d'avoir accès au moins à une personne contact. Alors, les hôpitaux doivent avoir une posture, une personne contact, une personne PIC. On pourra former la personne en ce sens. Pour la prévention de l'infection et de contrôle, on peut établir au moins un niveau de base PIC au niveau des soins primaires dans les hôpitaux pour prévenir les infections contre les pathogènes. La personne en charge du PIC peut être un professionnel de la santé. Ces programmes devraient avoir un programme en coordonnant, supervisant et avec une reddition de compte, donc une évaluation. Dépendamment des services offerts à chaque niveau, certains hôpitaux auront une personne purement dédiée à ces efforts PIC. Sinon, ça va être quelqu'un qui va être là pour plusieurs hôpitaux, plusieurs institutions. Au Ouganda, il y a un effort national pour avoir un programme avec des personnes PIC qui a été mis en œuvre avec le ministère de la Santé. Les individus, les hôpitaux plutôt peuvent avoir des programmes indépendants.
c'est pas obligé que ce soit un seul grand programme national. Ça peut être un programme local ou dans un hôpital, bien sûr. Voilà. Pour l'avenir, par rapport à IDHR, c'est une option pour tous les pays. Alors, ce n'est pas juste pour les pays dits développés. Tous les pays devraient avoir accès à cela. Et de quoi ça aurait l'air? Qu'est-ce qu'il faut faire en ce sens? C'est important d'inclure cela dans les discussions avec les décideurs au niveau national pour avoir un budget au ministère de la Santé. Ici, on peut avoir des projets de production et de distribution dans les régions ou dans un système national. En Ouganda, par exemple, ils travaillent avec le système de distribution national pour avoir un modèle de distribution de ces produits. C'est important d'avoir une formation sur l'hygiène des mains lorsque l'on travaille et que l'on forme des professionnels de la santé dans ces programmes. Ils n'ont pas seulement parlé de l'eau et du savon, mais utiliser également tout ça de manière appropriée. Maintenant, par rapport à l'hygiène des mains, on parle pour le PIC d'avoir une amélioration de la qualité. Alors, comment est-ce que l'on peut améliorer l'hygiène des mains? On peut changer quelque chose que l'on veut changer. On peut changer une chose à la fois, voir si ça améliore la qualité de l'hygiène des mains. Il y a un cycle qu'on appelle le cycle PDSA, planifier, faire, étudier et agir. L'acronyme est en anglais. Alors, vous planifiez, vous le faites, vous étudiez les résultats et ensuite vous agissez en conséquence. C'est un cycle d'amélioration de la qualité, un cycle continu. Vous pouvez choisir un seul changement. Est-ce que c'est un meilleur accès au savon? Est-ce que c'est meilleur accès à l'eau et au savon? Est-ce que c'est plus d'informations, l'éducation, des affiches dans les zones d'hygiène? Vous faites votre plan, faire, étudier, améliorer, et vous allez apprendre de ce cycle. Ce n'est pas seulement l'amélioration de la qualité une seule fois, mais c'est continu. C'est un cycle continu. Et de plus, pour le contexte, plusieurs hôpitaux ont des systèmes d'amélioration des systèmes. C'est pas toujours incorporé dans les approches PIC. Alors, il faudrait intégrer ça davantage pour l'hygiène et pour les lavabos, etc. Donc, voilà, j'aurai des liens que je vais afficher au clavardage ou au chat par rapport à l'amélioration de la qualité, également par rapport aux normes. Et cela dit, je vais redonner la parole à nos animatrices pour la discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Matt. Très bien. Très contente d'entendre vos expériences. Oui, par rapport à l'amélioration de la qualité, c'est très important. Quand vous parlez de ces approches plus amples, on pense de politique, de budget, comment ça peut aider à aller vers la durabilité, s'assurer que l'accès soit continu. On peut penser au savon. Alors, au clavardage, je vois beaucoup de gens qui écrivent des commentaires. Jacob a parlé de son expérience au Cameroun, la production locale, également d'autres. Maggie qui parle d'un travail multimodule, l'intégration d'hygiène. Si vous avez d'autres commentaires sur vos expériences, alors, je ne vous connais pas tous. Si vous pouvez me dire comment vous voulez faire ça. Et aussi, pensez-y, une culture de sécurité ou une culture sûre, ce serait la meilleure condition pour le faire. Live it. On dit en anglais live it, mais c'est comme faites-le, faites-le. Alors, comment est-ce que, en tant que praticien, on va s'assurer que la culture de sûreté va être intégrée avec qui on travaille, qui va être en charge pour approcher ces interventions d'hygiène. Alors, vous pouvez lever la main et mettez un commentaire, n'hésitez pas. Je ne veux pas je ne veux pas être la seule à parler ici. Alors, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Jacob, oh, allez-y. Jacob, allez-y. Je suis tout à fait content de faire partie de cette discussion. Je connais beaucoup de gens
Mais à cause d'un manque de budget, il y a des obstacles. Mais j'ai la forte conviction que la première chose, c'est de prioriser l'approche PIC. Je sais que l'argent, ce n'est pas toujours suffisant, mais avec l'argent disponible, on peut prioriser le PIC. Et je pense que là où les gens ont vu la valeur des actions de prévention, avec leur budget disponible, ils vont pouvoir travailler tout de même pour la prévention. Alors, il faut vraiment pousser en ce sens pour que les gens puissent prioriser l'approche PIC dans les institutions. Je peux parler de mon expérience au Cameroun. Alors, il y a une organisation, on n'a pas de financement de nulle part et depuis 2003, nous avons utilisé le gel à base d'alcool, le gel alcoolique, et donc les gens peuvent inclure cela dans leur comportement et on peut atteindre un niveau acceptable de PIC, même avec un budget limité. Merci. Merci beaucoup, Jacob. Oui, il faut vraiment penser comment mettre l'emphase sur l'approche PIC. Vous avez fait un excellent travail dans votre travail. Un excellent travail, voilà. Alors, pardon, quelqu'un avait levé la main, Patricia. Vouliez-vous émettre un commentaire? Allez-y. Très bonne expérience. Alors, je réfléchissais seulement au travail dans notre région. Nous avons fait une étude dans 7 pays par rapport à l'eau, l'hygiène, l'assainissement. Et on a vu qu'il y a 2 priorités surtout, c'est-à-dire évaluer la situation pour considérer les politiques publiques. Et l'autre aspect, c'est agir au niveau local, au niveau des institutions locales. Dans le premier thème, on a identifié l'hygiène des mains et tous les indicateurs ont montré qu'on a besoin d'avoir de l'information sur ces indicateurs. Ça, c'est la clé pour évaluer la réalité, connaître les besoins. Dans ces 7 pays, par exemple, on a identifié que, oui, si les gens avaient été formés, on leur présentait les endroits où on pouvait justement mettre en œuvre l'hygiène des mains, mais il fallait s'assurer que les lavabos soient fonctionnels. 20% des lavabos étaient non fonctionnels. Et on a également identifié, par exemple, la base, c'est qu'il faut avoir au moins du savon. 40% des lavabos n'avaient pas de savon. Et ces indicateurs, lorsque l'on baissait au premier niveau d'attention, on évalue justement plusieurs niveaux d'attention. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? C'est que, on doit travailler étroitement pour la prévoyance et le contrôle des infections. Avec l'hygiène, on doit travailler de manière étroite au niveau de la planification et nous sommes en train de travailler je m'excuse, on travaille de manière plus intégrée maintenant dans ce thème et on a vu également le besoin de donner davantage d'outils. Et oui, on travaille. Donc, on a adapté les outils de type WashFit pour le nettoyage et pour la désinfection. Il n'y a pas de programme précis en ce sens. Mais en fait, il y en a. Ils le font, mais pas de manière systématisée, comme pour le lavage des mains. Et c'est l'un des points importants. Oui, donc il faut avoir de l'information, s'assurer que les indicateurs fonctionnent et que les pays adhèrent à ces indicateurs. Ça veut dire qu'on doit avoir un certain niveau de surveillance des
institutions, comme on le fait avec les lits, par exemple, et d'autres indicateurs de nos hôpitaux. Et au niveau local, il y a la formation. Il y a la formation de tout le personnel qui est importante. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Je sais qu'on a également des francophones. Laissez-moi récapituler un tout petit peu parce qu'ils n'entendent pas la traduction de l'espagnol. Alors, Patricia Segurado est d'Amérique du Sud et elle a considéré une étude dans 3 pays par rapport à ces indicateurs sur l'hygiène des mains, comprendre les lacunes, comprendre les besoins au niveau local. Et en identifiant ces lacunes, elle a vu que la formation et les affiches existaient, mais il n'y avait pas nécessairement des lavabos fonctionnels et du savon. Donc, elle a voulu s'assurer que c'était possible de se laver les mains. Et en plus, cela affecte également les attitudes des travailleurs. On ne s'attend pas, si on ne s'attend pas à ce qu'un lavabo fonctionne, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il faut voir si ça va affecter ou non le comportement. De plus, on a mentionné que c'est important de travailler avec la prévention des infections, contrôle de la qualité, et lorsque l'on travaille plus étroitement avec eux, on doit offrir des outils. Et je pense que c'est là qu'on va voir l'hygiène des mains et l'outil WashFit également, que l'outil qu'elle a mentionné. Voir également la surveillance et l'évaluation de la formation. Voilà, merci d'avoir mentionné tous ces points. Y a-t-il d'autres personnes qui veulent lever la main et mettre des commentaires par rapport à l'expérience? Je vois que Wendy Graham dit qu'il ne faut pas recontaminer les mains durant le processus. Il y a également les gants. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait une étude sur le lavage des mains et les gants au Cambodge. De plus, il faut réfléchir comment travailler au niveau de la communauté sur le PDSA, les stratégies multimodèles ou multimodules plutôt. Y a-t-il d'autres commentaires? Oui, vous pouvez l'écrire également au clavardage, au chat, si vous voulez. Maggie, je sais que vous avez dit que WashFit, voulez-vous nous donner une petite mise à jour par rapport à cette stratégie multimodule dans ce spectre PIC? Merci, Lindsay. Alors, j'ai lu ce qu'il y a au clavardage. J'aimerais simplement dire que nous reconnaissons également tout le monde ici que l'infrastructure n'est pas suffisante. Donc, il faut travailler étroitement avec les collègues PIC pour intégrer ces éléments, avoir des exemples. Également, sur le site, il faut avoir également des affiches. Plusieurs ont émis des commentaires sur ces aspects. Mais voilà, et de plus, on a mis à jour les indicateurs pour l'évaluation et on travaille davantage là-dessus. Et j'aimerais également souligner qu'est-ce que c'est que les PDSA, qu'est-ce que c'est que les questions par module. J'ai vu ce genre de questions aussi. Donc, pour les améliorations, tous vos commentaires sont appréciés, bien sûr. Et ça va être expliqué, j'espère. Et autre chose, c'est les mises à jour par rapport à l'approche suite, comment mettre en œuvre, quel est le véritable résultat de tous ces efforts entrepris. Voilà, merci d'avoir émis tous ces commentaires. Merci. Alors, si vous voulez ajouter quoi que ce soit dans le chat, je sais que vous avez déjà été très impliqué. Vous connaissez très bien, on veut mettre à l'avant-garde ce travail de contrôle des infections PCI à l'OMS. Comment allons-nous travailler entre nos collègues WASH et PCI, prévention contrôle des infections? Quels sont les chevauchements entre le programme WASH et le programme PCI? Pensez à ce que j'ai présenté et pensez à toutes ces étapes vers l'approche multimodale. Surtout, les événements les plus difficiles, je pense que c'est la culture de la sécurité. C'est ce qui est le plus important. Souvent, on a toute l'infrastructure, mais c'est le comportement qui est à améliorer. Qui est à l'avant et qui dirige? Avec qui devons-nous entrer en partenariat dans ces efforts?
Est-ce qu'il y a des gens qui veulent lever la main pour nous donner leurs opinions là-dessus? Oui, Vanda, je vous en prie, allez-y. Merci beaucoup pour cette occasion que vous me donnez, Lindsay. Il y a une chose que j'aimerais souligner, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit dans le clavardage et tout ce qui se dit actuellement. Il y a des travailleurs de première ligne qui sont le dernier maillon de la chaîne, le personnel de sanitation, le personnel de nettoyage. Je veux toujours les inclure, que ce soit un homme de ménage, une vadrouille, une personne, que ce soit un préposé aux bénéficiaires. S'ils ne font pas partie de notre équipe, s'ils n'apprennent pas avec nous, s'ils ne renforcent pas leur propre capacité et si on ne leur donne pas des droits égaux d'accès vers des outils sûrs et hygiéniques pour garder l'établissement propre, on ne pourra pas gagner et garder les gains que nous avons obtenus. Ils sont souvent laissés de côté quand on fait la planification pour le contrôle des infections et pour les installations sanitaires. On les limite à vérifier s'ils font le travail correctement. On les surveille du haut vers le bas, mais il faut que ce soit une approche du bas vers le haut pour les inclure, ces travailleurs de ménage. Et cela veut dire que quand on va vérifier si les gens, si on est dans la bonne voie, quand on fait des contrats de service, il faut amener ces éléments pour leur indiquer comment ils pourront poursuivre les choses, quel genre de budget sont nécessaires pour que la qualité soit satisfaisante, pour que la qualité ne soit pas compromise. Merci beaucoup. Merci, Vandana. Et quand on pense à tous ceux qui sont impliqués dans ces discussions et à quel point on met l'accent sur les rôles des différents membres, c'est très important de mettre tout le monde dans le bain. Y a-t-il d'autres réflexions? J'ai certains autres experts en PCI, en prévention, contrôle des infections. Est-ce qu'il y a d'autres experts ici qui prennent des notes et qui pourraient nous dire un petit peu quel genre de synergie ils veulent avoir avec les gens qui sont dans le domaine de l'hygiène des mains? Je serais intéressé à connaître vos réflexions. On voit certaines questions sur le transfert de connaissances. On voit des choses sur le budget pour l'hygiène des mains. Il y a un document qui vient de l'OMS pour les ressources nécessaires quand on veut investir en amélioration du lavage des mains. Si ça ne répond pas à vos questions, vous pourrez nous revenir, mais je crois que c'est un excellent point de départ pour savoir un peu quelle serait la valeur, quel serait le coût des ressources nécessaires pour l'hygiène des mains. Bonne question, Jeff. Quels sont les meilleurs exemples que l'on peut donner? Il y a une excellente étude de cas dans le document que nous avons partagé qui s'appelle Hand Hygiene for All. Ça nous donne un exemple du Ghana. L'hygiène des mains pour tous, ça nous donne un bon exemple du Ghana. Je ne veux pas vous mettre sur la sellette, Patrick, mais avez-vous des exemples de modèles qu'on peut avoir, puisque c'est un défi si on voudrait avoir l'opinion aussi de nos collègues en PCI? Bonjour, Lindsay. Merci à tous. J'ai beaucoup aimé entendre tout ce que j'ai entendu. Ce que nous avons appris est considérable. J'ai travaillé dans ce domaine, je travaille là-dedans depuis plus de 10 ans. C'est toujours la question la plus difficile parce qu'il n'y a pas de réponse unique. C'est un aspect qui dépend tellement de la culture locale. Et il y a certaines questions clés que l'on doit se poser dans les chaînes d'action pour explorer ce point. Il y a eu des documents qui ont été récemment publiés à l'OMS. C'est un document européen où on a rassemblé tout un ensemble d'expériences qu'on a eues dans différents pays et on a transformé ça en certaines actions, certaines résolutions d'actions. Et ce document se concentre pour trouver qui sont les modèles, quels sont les leaders, quels sont les chefs de file dans ce domaine. C'est très facile de dire on va utiliser la direction, le leadership, mais ça dépend beaucoup de l'environnement local. Qui va être ce chef de file? Qui va être ce champion? Et il faut analyser cela. Ce n'est peut-être pas toujours la personne qui est la plus élevée au point de vue hiérarchique qui sera le meilleur champion. Le leadership, c'est une partie de ce qui doit être exploré.
Mais il y a aussi tout un ensemble de façons, de choses qu'on peut mettre en œuvre qui sont évidentes, que la direction supérieure peut valoriser. Les grands dirigeants doivent valoriser ces interventions en hygiène des mains. Dans mon expérience en différents environnements, c'est souvent les personnes les plus jeunes qu'on envoie tout seuls parce qu'il n'y a personne dans la haute direction qui est là pour faire la formation en hygiène des mains. La culture de sécurité, de quoi ça peut avoir l'air, c'est lorsque même les gens de la haute direction et toute une vaste gamme de personnes n'ont pas peur d'arriver à cette séance de formation sur l'hygiène des mains, de sorte que tout le monde comprenne quelles sont les actions à entreprendre. Ce n'est pas simplement un fardeau sur les membres du personnel de santé, sur certaines personnes seulement. J'ai certains bons exemples de ces grands dirigeants qui sont prêts à assister à ces formations et à prendre leurs responsabilités. Je vais afficher un autre résultat dans le chat. J'encourage les gens à faire les étapes nécessaires pour voir de quoi tout cela pourrait avoir l'air dans votre propre environnement. Et il y a plus c'est communautaire, mieux c'est. Vos exemples sont particulièrement intéressants à voir quand on se demande qui sont les champions, qui sont les chefs de file dans ce domaine. Il s'agit aussi d'entrer en partenariat avec nos collègues en prévention des infections, en contrôle des infections. Ces gens-là aussi travaillent à améliorer la culture de sécurité. Il faut travailler avec eux en parallèle plutôt que d'essayer de changer cela, de changer les choses par nous-mêmes. Il faut vraiment avoir une approche en synergie. Peut-être que ce n'est pas le programme WASH qui va tout diriger dans tout cela, le programme d'assainissement et d'hygiène. Peut-être qu'il y a une autre organisation qui va fournir les lotions à main, les gels hydroalcoolisés. Il faut mettre la bonne personne dans son rôle de direction. Et c'est absolument crucial pour assurer que tout ça va continuer à long terme. On va conclure ici. Je suis très heureuse que le chat ait été si bien peuplé. Je ne peux pas regarder tout ce que vous avez écrit en même temps. Je vais prendre l'après-midi pour regarder cela. On va souligner les points saillants et l'enregistrement de cette séance sera disponible aussi bien pour la première section en anglais, français et espagnol et la deuxième section aussi en anglais, français et espagnol si vous voulez retourner. Alors, je vais vous remettre la parole à vous pour nous parler des prochaines étapes. Et je suis Joanne ici, je veux faire écho aux commentaires de Lindsay. Il y a tellement de bons commentaires. Il y a des gens qui nous ont suivis tout au long de cette séance. Merci de votre temps. Nous savons que tout le monde est très occupé, mais c'est tellement un sujet important. C'est une initiative qui est si importante pour nous tous qu'on apprécie tous les commentaires, toutes les questions, toutes les ressources qui ont été mises dans la boîte de clavardage, dans la boîte de commentaires, dans le chat. Gardez l'œil aussi. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore abonné au listserv, faites-le parce que vous allez nous entendre parler à propos de notre prochaine séance en personne et quel sera le sujet de cette séance en personne. Et au cours de la première partie, on est toujours ouvert aux suggestions de sujets que nous allons recueillir. Nous allons recueillir ça déjà dans le chat et donnez-nous encore vos réflexions. Qu'est-ce qui, à votre avis, serait de bons sujets de discussion à couvrir? Et finalement, ce que j'aimerais dire, c'est que nous allons faire de notre mieux pour nous dire au revoir à toute session. Je dis au revoir à tous. Merci à nos interprètes qui ont travaillé très fort aujourd'hui avec nos interprètes francophones et hispanophones. Nous sommes très reconnaissants envers les interprètes et tous ceux qui se sont joints à nous. On fera de notre mieux pour s'assurer qu'on aura ce service disponible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent participer à cette discussion. Là-dessus, je vais terminer et vous dire au revoir, bonne soirée, bonne fin de matinée, bonne fin d'après-midi et on se revoit.